À 80, dit Nana Mouskouri, elle aurait pu choisir le silence. Elle aurait pu se retirer dans la quiétude de ses souvenirs, dans le confort des choses accomplies. Mais Nana Mouskouri, elle a fait tout l'inverse. Elle a parlé, elle a ouvert son cœur comme jamais auparavant, révélant une vérité qu'elle avait gardée au fond d'elle pendant des décennies. Une vérité douce, amère, belle et bouleversante. Elle a parlé d'amour. Pas de n'importe quel amour, mais de celui qui n'a jamais quitté ses pensées ni son cœur, celui qui l'a accompagné en silence dans chaque tournée, dans chaque chanson, dans chaque instant de solitude. Elle a dit « Je ne pouvais pas le dire avant, je n'étais pas prête, je n'avais pas le droit. Mais maintenant, je n'ai plus peur. » Et ce qu'elle a révélé, ce jour-là, a laissé le monde sans voix. Car cet homme qu'elle a tant aimé, qu'elle aime encore, aujourd'hui, personne ne s'attendait à l'entendre. Ce nom, ce visage, cette histoire qu'elle a cachée au monde pendant plus de 50 ans. Elle raconte des regards volés, des mots tus, des adieux impossibles. Elle raconte l'attente, le manque, l'absence et ce fil invisible qui ne s'est jamais rompu même lorsque la vie les a séparés, même lorsqu'elle a construit sa carrière, même lorsqu'il a fondé une famille ailleurs, même lorsque tout semblait fini. Elle dit que cet amour était le seul vrai, le seul total, le seul qui l'a fait vibrer, trembler, espérer et souffrir. Elle dit qu'elle aurait tout donné pour revivre ne serait-ce qu'une seule nuit avec lui, un seul moment de vérité, un seul instant de tendresse, sans masque, sans peur. Elle le dit avec des larmes dans la voix, mais avec une lumière dans les yeux, une lumière rare, celle de ceux qui ont aimé profondément, follement, et qui n'ont jamais cessé d'y croire. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que l'amour véritable ne meurt jamais, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ici nous révélons chaque semaine les secrets les plus profonds, les plus humains, les plus bouleversants des grandes légendes que vous pensiez connaître, mais dont vous n'avez encore rien entendu. Ce que personne ne savait, ce que même les plus proches n'avaient jamais deviné. C'est que l'homme que Nana Mouskouri a aimé toute sa vie, sans jamais pouvoir l'avoir vraiment, ce n'était ni un chanteur, ni un producteur, ni une figure publique de son entourage. C'était un diplomate, un homme discret, marié à une autre depuis des décennies, un homme que le public n'a jamais associé à elle. Et pourtant il a été le centre de son monde, dans l'ombre. Il s'appelait Jean-Paul. Et leur rencontre a eu lieu à Genève, en 1967, lors d'un gala de charité. Il était là pour représenter un organisme international, elle, pour chanter ce soir-là leurs regards se sont croisés, et plus rien n'a été comme avant. Nana affirme qu'il l'a regardé comme personne ne l'avait jamais regardé, ni avant ni après. Elle a su en un instant que cet homme était différent, et lui a su que cette femme allait changer sa vie. Ils ont commencé à se voir en secret dans les chambres d'hôtel, les couloirs diplomatiques, les ruelles de villes inconnues. Leur relation était un ballet clandestin, entre deux mondes incompatibles. Elle l'aimait, il l'aimait, mais aucune place pour cet amour dans la lumière. Alors ils ont choisi l'ombre, et cette ombre a duré des années, des décennies, entrecoupée de longues séparations, de silences douloureux, mais toujours suivies de retrouvailles brûlantes. Elle dit qu'il lui écrivait des lettres codées, qu'il glissait parfois dans les fleurs, envoyées en loge, avant ses concerts. Des lettres où il l'appelait son étoile, son refuge, sa folie douce. Elle a gardé toutes ces lettres cachées dans un coffre en bois dans sa maison en Crète. Et ce n'est que récemment qu'elle a osé les relire et pleurer pour la première fois, non pas parce qu'elle l'avait perdu, mais parce qu'elle ne s'était jamais permise de vivre leur amour pleinement. Elle affirme qu'en 1984, il lui a demandé de tout quitter, de partir avec lui au Pérou, où il allait être affecté. Elle a dit non, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle avait une tournée, parce qu'elle était Nana Mouskouri, et qu'elle ne savait pas être juste une femme. Et aujourd'hui, elle dit que c'est le plus grand regret de sa vie, mais ce n'est pas tout ce qui choque. Ce qui renverse, c'est que Jean-Paul est mort en 2005 dans un accident de voiture au Venezuela, et que pendant plusieurs jours, personne ne l'a prévenu,
car il avait demandé dans son testament que la nouvelle de sa mort ne lui soit révélée qu'après ses funérailles. Comme pour lui épargner une douleur directe, elle a appris la vérité par une lettre envoyée par l'avocat de la famille, dans laquelle il avait écrit une dernière fois. « Je pars en paix, parce que je t'ai aimé de toutes mes forces, parce que tu as été ma vérité dans un monde de mensonges. » Elle a gardé cette lettre sous son oreiller pendant 2 années et ne s'est jamais remariée, jamais. Elle affirme qu'après sa mort, elle a commencé à ressentir sa présence, qu'il lui apparaissait en rêve, qu'elle l'entendait lui chanter des mots qu'elle n'avait jamais écrits. Elle dit que certaines chansons qu'elle a enregistrées après 2005 lui ont été dictées dans le sommeil. Elle parle de moments de transe, de frissons, de messages reçus dans des silences profonds. Elle dit qu'elle est restée en lien avec lui par la musique, par l'amour, par ce fil, qu'aucune mort ne peut briser. Elle raconte qu'un jour, alors qu'elle était en tournée à Bucarest, une femme âgée est venue dans sa loge, lui a tendu une enveloppe blanche sans un mot, puis est partie à l'intérieur. Un médaillon, un vieux cliché d'elle, et Jean-Paul à Istanbul, dans les années 70, une photo qu'elle croyait détruite depuis longtemps, au dos de la photo une écriture inconnue. « Tu es resté son unique amour. » Cette femme était-elle une complice, une ancienne amie, une sœur, personne ne le sait. Nana dit simplement qu'à cet instant, elle a compris que l'amour laisse toujours des traces visibles ou invisibles, qu'il revient toujours d'une manière ou d'une autre, et ce n'est pas fini. Elle révèle qu'en 2024, alors qu'elle pensait avoir fait la paix avec cette histoire, elle a reçu un appel étrange, un notaire à Lausanne, prétendant avoir une boîte appartenant à Jean-Paul, déposée 15 ans plus tôt contenant des enregistrements audio où il parlait d'elle, de leur relation, de ses peurs et de ses rêves. Elle n'a pas encore eu la force de tout écouter. Elle en a entendu 3 minutes et s'est effondrée. Elle dit que ce qu'il disait était trop fort, trop vrai, trop douloureux. Elle affirme que ces enregistrements pourraient bouleverser non seulement sa propre histoire, mais aussi la mémoire de cet homme public discret dont personne ne connaissait la double vie. Aujourd'hui, elle envisage de les faire écouter à ses enfants, mais seulement quand elle sentira qu'ils sont prêts. Car, dit-elle, certaines vérités sont comme les orages. On ne peut pas les recevoir sans être trempé jusqu'à l'os, ce que Nana Mouskouri vient de révéler. Dépasse le cadre d'une simple confession. C'est un cri venu du fond des entrailles, un chant d'amour intemporel, une preuve que même les âmes les plus célèbres cachent des blessures profondes, et que derrière chaque regard calme, il peut y avoir un monde de tempêtes inavouées. Personne n'avait osé imaginer, c'est que cette fameuse boîte déposée à Lausanne contenait bien plus que quelques mots d'amour. Ce n'était pas seulement des cassettes où Jean-Paul évoquait leurs relations secrètes, c'était aussi des copies de lettres officielles, des documents diplomatiques, annotés à la main des extraits de journaux intimes, dans lesquels il parlait de Nana, comme d'un refuge absolu, mais aussi d'un danger pour sa carrière, un amour immense. Oui, mais aussi une tension constante entre ce qu'il voulait vivre et ce qu'il devait taire. Certains passages montrent qu'il avait envisagé à plusieurs reprises de tout révéler publiquement, de quitter son poste, de tout risquer pour elle. Mais qu'à chaque fois, un événement politique, une mutation, une crise humanitaire venait le freiner. Il écrivait qu'il se sentait coupable de ne pas avoir eu le courage de la choisir complètement, et qu'il espérait qu'un jour, elle comprendrait que ce n'était pas un manque d'amour, mais une faiblesse humaine. Dans une autre cassette, sa voix tremble. Il parle de la nuit passée ensemble, à Séville, en 1978. Il dit « Je n'ai jamais été plus vivant que cette nuit-là même, quand je regardais le monde s'effondrer autour de moi. Tu étais ma certitude, la seule chose vraie. » Il parle aussi de leur dernière rencontre, en 2004, dans une chambre d'hôtel à Milan, la veille de son départ définitif pour l'Amérique latine. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois. Elle croyait encore aux retrouvailles. Mais lui savait. Il le dit dans l'enregistrement. Je n'ai pas eu le courage de lui dire adieu, alors j'ai fait semblant de croire qu'on se reverrait, et je suis parti avec son parfum sur moi. Cette boîte est un trésor, un piège, un miroir.
brisée, et Nana le sait. Elle a confié à un proche que l'écouter lui avait redonné la vie, autant qu'elle l'avait brisé. Elle a compris que leur amour n'était pas une illusion, mais une réalité vécue dans les interstices du silence, dans les marges de la vie publique. Elle affirme aujourd'hui que cette histoire mérite d'être racontée. Non pas pour elle, mais pour toutes les femmes qui ont aimé en secret, qui ont souffert sans faire de bruit, qui ont dû sourire en cachant leur douleur. Elle envisage même une autobiographie différente, une œuvre à 4 mains, en collaboration avec sa fille Lénou, pour transmettre non seulement la musique, mais aussi le poids de ce que signifie aimer sans pouvoir le dire au monde entier. Et ce projet d'autobiographie n'est pas un simple livre de souvenirs, c'est une reconstruction intime, une plongée dans les couches les plus profondes de l'âme. Une tentative de rendre visible ce qui a toujours été invisible aux yeux du public. Nana Mouskouri veut y intégrer non seulement les lettres et les cassettes de Jean-Paul, mais aussi ses propres journaux intimes, restés enfouis pendant des décennies. Elle y évoque ses crises d'angoisse silencieuses avant les concerts, ses instants de panique lorsqu'elle sentait sa voix trembler, non pas à cause de la scène, mais parce qu'elle avait reçu un message codé de lui, parce qu'elle savait qu'il serait dans la salle, caché parmi les anonymes. Elle parle aussi de ses fugues secrètes, entre 2 tournées de ses vols de nuit, pris dans l'urgence pour une simple étreinte de quelques heures. Elle raconte comment certaines de ses chansons les plus douces, les plus bouleversantes, ont été composées dans des chambres d'hôtel glacées, avec un dictaphone et des larmes en guise d'encre. Elle dit qu'un soir, à Tokyo, après un concert, elle a appelé Jean-Paul en larmes pour lui dire qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait tout arrêter et qu'il lui a simplement répondu « Chante, pour nous, chante même quand tu saignes, car ta voix est plus forte que la douleur. » Cette phrase est devenue un mantra qu'elle a gardé pendant toutes ces années et qu'elle veut aujourd'hui graver en épigraphe de ce livre. Elle révèle aussi que certaines personnalités très connues du milieu musical savaient ou devinaient cette histoire, mais qu'aucun n'a jamais trahi leur secret, une sorte de pacte silencieux, un respect sacré pour une douleur noble et contenue. Elle pense même que certaines collaboratrices proches ont volontairement brouillé des pistes dans les agendas, dans les plannings, pour lui permettre de le retrouver en cachette, car au fond, tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un caprice, mais d'un amour absolu, tragique, irrévocable. Et c'est précisément ce qu'elle veut désormais transmettre, montrer que même les icônes, même les voix les plus douces ont des tempêtes en elles, que même les légendes saignent dans le noir, que l'amour n'a pas d'âge, pas de forme définie, et surtout, pas de règles. Elle dit qu'au fond, elle n'a jamais chanté que pour lui, et que si le monde entier l'a applaudi, c'est parce qu'au fond, chacun reconnaissait, sans le savoir, la vérité douloureuse qu'elle portait dans sa voix. Et aujourd'hui, alors qu'elle approche des 90 ans, Nana Mouskouri affirme n'avoir plus peur de rien. Elle dit que si elle parle maintenant, c'est parce qu'elle ne veut pas que cette histoire meure avec elle, que cet amour trop longtemps caché mérite de respirer une dernière fois au grand jour. Elle a confié à ses proches qu'elle souhaite qu'une partie de ses cendres soit déposée un jour aux côtés de celle de Jean-Paul, dans un petit cimetière de montagne, où il allait souvent méditer et où il avait fait graver sur une pierre une phrase énigmatique que personne à l'époque n'avait comprise, sauf elle. Cette phrase disait « Là où l'on chante encore, c'est qu'on n'a pas tout perdu ». Elle révèle aussi qu'un dernier projet est en préparation, un album posthume dont chaque chanson serait une réponse à une lettre de Jean-Paul, une sorte de dialogue au-delà de la mort. Un adieu en musique qu'elle espère pouvoir terminer à temps. Elle a déjà enregistré 4 titres dans un studio discret en Grèce où elle retourne dès que son corps le lui permet, car, malgré l'âge, malgré la fatigue, elle dit que sa voix est le seul organe qui ne l'a jamais trahi. Elle parle aussi de ces nuits où elle rêve encore de lui, pas comme un fantôme, mais comme une présence vivante, tangible. Elle dit sentir sa main sur la sienne, parfois dans le noir. Elle l'entend lui murmurer des mots doux dans une langue qui n'existe que pour eux deux. Elle dit que parfois, elle se réveille
en pleurant, non pas de tristesse mais de gratitude d'avoir vécu un amour si profond, si rare, qu'il transcende le temps, les règles et même la mort. Et c'est avec cette émotion vibrante qu'elle souhaite que le monde découvre enfin la vraie Nana Mouskouri, pas seulement la star internationale, la voix de porcelaine, la chanteuse aux lunettes noires, mais la femme aimante, déchirée, passionnée, une femme qui n'a pas tout dit, mais qui aujourd'hui ouvre son cœur une bonne fois pour toutes, pour que chacun comprenne que derrière chaque chanson, derrière chaque sourire enregistré, il y avait un battement, un nom, un homme, un amour qu'elle n'a jamais cessé de porter en elle, souhaite le plus aujourd'hui. Ce n'est ni les hommages, ni les rétrospectives, mais que l'on écoute autrement ces chansons, que l'on comprenne, enfin, que derrière, l'amour en héritage, derrière Only Love, il n'y avait pas simplement une interprétation magistrale, mais un cri contenu, un souffle de passion retenu. Chaque note devenait une confession codée, chaque refrain, une supplique silencieuse adressée à Jean-Paul. Elle avoue qu'elle n'a jamais osé prononcer son prénom en public, par peur de briser ce fil invisible qui les reliait par respect, aussi pour sa famille, pour sa double vie qu'il menait dans l'ombre avec dignité. Aujourd'hui, elle ose et dit que si elle avait une dernière scène, un dernier souffle à offrir, ce serait pour lui dans une salle vide, juste eux deux, comme au premier jour à Genève. Elle raconte aussi que plusieurs fois, au fil des ans, elle a tenté de couper ce lien. Elle a essayé de l'oublier, de se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve impossible, mais chaque fois, la musique la ramenait à lui, les harmonies, les mélodies, la rattrapait comme des vagues. Et elle cédait encore une fois, au souvenir, à l'écho de sa voix dans les couloirs du passé. Elle dit que leur amour était hors du temps, hors des règles, et que même si elle devait recommencer sa vie, elle referait tout exactement, pareil avec les mêmes douleurs, les mêmes silences, les mêmes instants volés, car rien n'est plus vrai pour elle que ces fragments épars de bonheur caché. Nana parle avec la gravité douce de ceux qui ont trop attendu pour se confier, mais qui maintenant n'ont plus rien à perdre. Elle regarde ses souvenirs comme on regarde une mer lointaine, avec tendresse et vertige. Et si elle nous les livre aujourd'hui, c'est pour que nous comprenions qu'un cœur peut battre pendant 60 ans pour un seul nom, sans jamais cesser de croire que cet amour-là valait chaque sacrifice, chaque note, chaque larme, maintenant que le voile est levé, maintenant que l'ombre devient lumière. Nana Mouskouri nous laisse une leçon bouleversante, une vérité qu'on oublie trop souvent dans le vacarme du monde, celle que l'amour véritable ne cherche pas à être vu, ni reconnu, ni légitimé. Il existe tout simplement dans le silence des regards, dans la musique des âmes, dans les lettres qu'on n'ose jamais envoyer, dans les chansons qu'on écrit, sans jamais les dédier ouvertement cet amour qu'elle a porté en elle toute sa vie, sans jamais pouvoir le vivre pleinement, est devenu sa force, sa mélodie secrète, son moteur et sa prison à la fois. Et à ceux qui l'écoutent encore, aujourd'hui, elle adresse un dernier message. Écoutez au-delà des mots, ressentez au-delà des notes, car chaque chanson peut contenir une histoire qu'on n'ose pas raconter. Chaque artiste cache une vérité que le monde ne voit pas, mais que le cœur reconnaît si cette histoire vous a touché. Si comme nous vous ressentez la profondeur de cette confession unique, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits intimes. Bouleversants, puissants et vrais, des histoires qui ne laissent personne indifférent, des voix qui résonnent longtemps après la fin de la vidéo. Activez la cloche pour ne rien manquer, car parfois derrière un simple nom, une voix, un regard se cache, un monde entier, que seul celui qui écoute vraiment peut comprendre. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.